Bonjour. Dans cette vidéo, j'espère vous entraîner avec moi dans un monde de légendes, de mythologie, de contes, en vous parlant de l'histoire du mythe des sirènes. C'est le sujet qui a remporté le plus de vos votes dans le dernier sondage que je vous avais proposé. Et donc, comme promis, on va examiner ensemble les origines, mais aussi les différents aspects que cette créature légendaire a pu revêtir. Et ça va être un grand voyage autour du monde. Et dans le temps, on va aller dans l'Antiquité, grecque notamment, mais aussi parler du Moyen-Âge, jusqu'à l'époque moderne. Par exemple, c'est au XIXe siècle qu'un conte comme La Petite Sirène a été écrit. Comme toujours dans les vidéos sur la mythologie, on essaiera aussi de s'interroger sur ce qui constitue le mythe, pourquoi il est attrayant, pourquoi il perdure, et ça me donnera l'occasion de vous parler un peu de la représentation des femmes dans différentes traditions culturelles. Alors j'espère que l'aventure vous tente et que vous allez passer un moment relaxant, enrichissant. Il est temps maintenant d'adopter une position confortable. Vous pouvez mettre vos écouteurs et juste fermer les yeux pour me laisser vous guider dans ce voyage. On ne sait pas précisément où et comment est apparue pour la première fois cette figure de la sirène, une créature aquatique ou vivant proche de l'eau, mi-femme, mi-animal, mais probablement, même si les sirènes de l'Antiquité les plus célèbres sont celles de la mythologie grecque, c'est une créature mythique encore plus ancienne. On trouve vers -1000 avant Jésus-Christ en Mésopotamie, précisément dans une région qu'on appelait la Syrie. J'en ai parlé dans la vidéo sur l'histoire de Babylone, que vous trouverez en lien dans la description. On trouve donc la trace d'une légende sur l'histoire d'une déesse mythique qui serait tombée amoureuse d'un berger, mais accidentellement elle aurait tué ce berger et tellement malheureuse, consternée à cause de son geste, elle aurait voulu se transformer en poisson en se jetant dans un lac. Mais les eaux du lac, devant la beauté de cette déesse, refusèrent de la laisser se transformer entièrement. Elle se transforma donc à moitié, donnant naissance à une créature avec un buste de femme et une queue de poisson. Peut-être que les Grecs ont eu connaissance de ce mythe. En tout cas, les sirènes les plus fameuses de l'Antiquité sont celles de la mythologie grecque, et en particulier celles qui apparaissent dans l'Odyssée, le récit du voyage d'Ulysse après la guerre de Troie pour retourner sur son île dont il a perdu le chemin. Dans la tradition grecque, les sirènes ne sont pas mi-femme, mi-poisson. Elles sont représentées soit comme des femmes qui vivent près de la mer sur des rochers, ou comme des créatures mi-femmes, mi-oiseaux, avec des ailes. D'ailleurs, dans la langue française, on utilise le même mot pour qualifier ces sirènes grecques et les femmes à queue de poisson, alors que dans d'autres langues,
par exemple en anglais, ce sont des créatures apparentées mais avec un nom différent. Les Anglais parlent de mermaid pour les sirènes à queue de poisson et de sirens pour celles de la mythologie grecque. Ces sirènes grecques sont avant tout des monstres. Elles sont extérieurement capables d'une grande séduction, notamment grâce à leur voix. Elles chantent et ce chant des sirènes hypnotise les marins qui passent à proximité des rochers où elles vivent. Les marins deviennent incapables de résister et se dirigent vers ces rochers pour s'y échouer, permettant aux sirènes de se nourrir de leur chair et de capturer leur trésor. Dans le récit de l'Odyssée, les sirènes sont une des épreuves que Ulysse doit affronter sur le chemin de son grand voyage, et pour sortir victorieux de cette épreuve, comme dans beaucoup des épreuves qu'il rencontre, il fait preuve d'intelligence, d'astuce. C'est la caractéristique principale d'Ulysse, et cette astuce sera de boucher les oreilles de ces marins avec de la cire pour qu'ils ne puissent pas entendre le chant des sirènes, et de leur demander de l'enchaîner au mât du navire et de ne le décrocher sous aucun prétexte, même si, évidemment, en entendant le chant des sirènes, il va les supplier de le détacher pour lui permettre de les rejoindre. Grâce à ce stratagème, Ulysse survit à la rencontre avec les sirènes, et on retrouve déjà dans la sirène grecque un aspect extrêmement ambivalent. C'est une créature extérieurement séduisante, attirante, capable d'hypnotiser les hommes systématiquement, et en même temps une créature dangereuse, monstrueuse, dont il faut se défier puisqu'elle vous entraîne à la catastrophe. Et en fait, jusqu'à une époque assez récente, avec le 19e siècle et l'entrée des sirènes dans le monde des contes de fées, la figure de la sirène va être plutôt négative, monstrueuse, toujours avec cet aspect attirant, mais les sirènes, pas toujours, mais généralement, annoncent ou provoquent des catastrophes. Elles font se naufrager les navires et elles provoquent également des malheurs par leur simple apparition. Puisque la figure de la sirène va largement dépasser l'Antiquité et on la retrouve au Moyen-Âge en Europe et dans toute l'Europe, que ce soit dans les zones proches de la mer ou près des fleuves, des lacs. On trouve des légendes locales très nombreuses qui vont apparaître toujours avec ces créatures aquatiques, mi-femmes, mi-poissons, ou parfois avec un corps de serpent. Par exemple, dans les îles britanniques, en Irlande, en Écosse, on a énormément de ces légendes avec des figures locales de sirènes qui sont célèbres, mais aussi sur le continent. Probablement la figure la plus connue qui apparaît et qui ressemble à une sirène, c'est la figure de Mélusine, une créature notamment populaire en France et dans l'ouest de l'Allemagne, près des fleuves, près des lacs. Et la légende de Mélusine est que c'était une des
filles d'un prince ou d'un roi. Selon les versions, il y a plusieurs histoires, mais ce qu'elles ont en commun est que elle fut l'objet d'une malédiction et que la moitié inférieure de son corps était celle d'un serpent, la forçant à se dissimuler et à retrouver cette forme de serpent au moins un jour par semaine. Cette légende de Mélusine contient également les deux aspects de la sirène, l'aspect extérieur, séduisant, et le côté monstrueux de cette créature. Et justement, j'insiste sur le Moyen-Âge, puisque c'est une période où on va énormément représenter des sirènes sur la décoration des chapelles, des églises, des châteaux. Elle fait partie à cette époque, dans l'iconographie, des figures non religieuses les plus représentées. Alors, pourquoi justement cet attrait à cette époque et dans cette région pour la figure de la sirène? Peut-être justement parce qu'elle rencontre une certaine tradition qu'on retrouve dans plusieurs religions, mais notamment dans le christianisme, une tradition sans doute encore antérieure au christianisme lui-même, mais qu'il a reprise, puisque dans la religion chrétienne, traditionnellement, la représentation des femmes oscille entre deux extrêmes. Il y a une vision idéalisée, très positive, qui est celle de la femme parfaitement pure, qui est capable de donner la vie, de procréer, y compris d'ailleurs de donner la vie au Fils de Dieu, mais également la femme impure et pécheresse, puisque c'est par la femme que le péché originel a été commis et que l'humanité a été chassée du paradis. Donc il y a cette idée que la séduction féminine peut être extrêmement dangereuse, elle peut être la cause de désastres, de catastrophes, et qu'il faut savoir s'en défier, un message notamment adressé aux hommes. D'ailleurs, il est intéressant de noter que ce soit dans la mythologie ou au Moyen-Âge, les écrits sur les sirènes, les représentations qui en sont faites, sont systématiquement faites par des hommes, et on peut supposer, au moins, que la popularité de cette figure est aussi le reflet de cette crainte ou d'une forme d'avertissement sur une supposée nature dangereuse de la femme. C'est une perception qu'on peut considérer comme assez misogyne, pas seulement parce qu'elle avertit contre la puissance de séduction des femmes, mais aussi parce qu'elle hybride la femme et l'animal, comme dans une représentation de la nature un peu duale de la femme. Elle n'est pas seulement une créature humaine, elle contient une part d'animalité, de pulsion, qui peut être dangereuse. D'ailleurs, cette hybridation entre l'homme et l'animal dans des créatures monstrueuses, on la retrouve par exemple dans la figure du Minotaure, dans le fameux labyrinthe. Là encore, vous trouverez dans la description la vidéo sur le mythe du labyrinthe, et quelque chose qui généralement exprime cette perception, cette vision d'un homme qui n'est pas seulement humain, qui n'est pas seulement un esprit, mais qui est aussi une créature animale avec des pulsions violentes,
sexuelle qu'il faudrait contrôler, qu'il faudrait contenir au moins pour laisser s'exprimer, s'épanouir la partie humaine de notre être. Je fais une petite digression, mais justement cette façon d'assigner aux femmes l'obligation de se positionner entre ces deux extrêmes, la mère d'un côté, ou la femme séductrice, la prostituée de l'autre, est aussi quelque chose de très puissant culturellement, qui n'est pas du tout le monopole du christianisme, mais qu'on retrouve dans de très nombreuses sociétés patriarcales, dans de nombreuses traditions religieuses et culturelles. Pour beaucoup, y compris pour les femmes elles-mêmes qui intègrent cette vision, la femme vertueuse, la femme bonne, est celle qui fait preuve de retenue, de pudeur, qui va se consacrer à un foyer, à la procréation, au monde de l'intérieur du foyer, et qui laisse le rôle extérieur, l'activité, la prise de décision, l'utilisation de certaines formes de violence aux hommes. Dans de nombreuses sociétés plutôt traditionnelles qui considèrent ce rôle de la femme comme quelque chose non pas de culturel mais de naturel, toute femme qui ne va pas se conformer à cet idéal, à ce statut qui lui est assigné théoriquement par la nature, entre guillemets, va être immédiatement rejetée vers l'autre extrême. Elle devient la femme dangereuse, la femme qui ne tient pas à sa place et qu'il va importer de condamner, parfois violemment, à tel point, et c'est un peu un paradoxe, qu'il est très difficile de sortir d'un tel cadre parce que les femmes l'intériorisent et que si elles acceptent ce statut, elles retrouvent un espace limité mais réel de liberté, une certaine tranquillité également, alors que celles qui vont se soulever, se révolter contre le rôle qui leur est assigné risquent d'être broyées par la société qui les entoure. Bon, c'est un débat plus large sur ce qu'est la liberté et le libre arbitre, dont on aura peut-être l'occasion de parler une autre fois, mais j'en reviens à l'histoire des sirènes, donc. Alors au Moyen-Âge, cette figure des sirènes est donc extrêmement populaire, et elle va être encore plus nourrie dans les siècles suivants par des récits de marins qui racontent, honnêtement ou pas, avoir vu des sirènes dans leur voyage. D'ailleurs, jusqu'au XVIIIe siècle, on va officiellement considérer que les sirènes, des femmes à queue de poisson, existent, même si elles ne sont pas observées par des scientifiques, mais elles sont répertoriées comme des créatures marines dans des traités de zoologie, dans des ouvrages scientifiques, jusqu'à ce que leur existence, qui a toujours fait l'objet d'un doute, soit finalement rejetée par le consensus scientifique. Ce qui a peut-être suscité ces récits de marins, de rencontres avec des sirènes, au-delà des superstitions éventuelles, c'est le fait d'avoir croisé des mammifères marins, qu'on a d'ailleurs appelés les siréniens. C'est une famille de mammifères marins avec notamment les lamantins qui, effectivement, de loin, peuvent ressembler à un corps mi-humain, mi-poisson. Mais au XIXe siècle, on va voir aussi apparaître des intox, des fausses sirènes, qui sont en général des corps
fabriquées avec des restes de poissons et de singes qui ont été souvent fabriqués en Asie et qui sont montrés comme des squelettes ou des momies de sirènes dans des cabinets de curiosité ou dans des foires itinérantes en Europe. Mais également au XIXe siècle, l'image de la sirène va changer et devenir beaucoup moins négative avec l'entrée des sirènes dans le monde des contes de fées et des légendes, et surtout avec le conte de Andersen, La Petite Sirène, qui a été écrit en 1837. Andersen, c'est un auteur de contes danois, et d'ailleurs une statue à Copenhague a été réalisée, la statue de la Petite Sirène, qui est sans doute le symbole le plus connu de la ville. Et dans cette histoire que vous connaissez certainement, la sirène n'est pas du tout un monstre, au contraire elle est très humaine, et c'est son amour pour un humain qui la pousse à vouloir quitter l'océan et s'humaniser complètement pour rejoindre son idéal, son amoureux. C'est cette image de plus en plus populaire et quelque part sympathique de la sirène qui va l'emporter au fil des décennies, et à partir du 19e et ensuite du 20e siècle, la sirène fait son apparition dans des romans et dans des films, y compris récemment, avec généralement une image beaucoup plus bénigne qu'autrefois. Par exemple, dans des comédies, il y a eu un film dans les années 80, je pense, qui s'appelait Splash, une comédie avec une sirène, où il y a très peu de temps, dans les Pirates des Caraïbes, où on voit des sirènes apparaître. Un peu comme les vampires, par exemple, ce sont des figures qui étaient extrêmement effrayantes il y a encore quelques siècles, ou même jusqu'au XIXe siècle, qui sont aujourd'hui acceptées, adoptées dans la culture populaire, et qui sont devenues beaucoup plus amicales, bienveillantes qu'autrefois. Voilà, j'espère, comme toujours, que cette petite présentation vous aura intéressé, et j'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau sujet d'ASMR.